Bonjour à toutes et à tous, Philippe Regnoux au micro, toute la rédaction de Scientia mobilisée pour ce rendez-vous spécial à l'occasion du lancement officiel de l'usine bleue, un label créé dans la foulée et dans l'esprit des annonces du gouvernement pour prioriser le fabriqué au Québec. Enjeu, la relance économique dans un contexte de morosité et de grande incertitude et l'idée de regrouper sous ce label toutes les entreprises manufacturières qui désirent trouver des fournisseurs en automatisation locaux, c'est-à-dire des entreprises d'ici, afin d'augmenter leur productivité. Car il y a un constat et il est sans appel aujourd'hui, indépendamment même de la pandémie, au Québec, on exporte moins qu'on importe. Et la question que tout le monde se pose, pourquoi ne peut-on pas fabriquer ici au Québec une grande partie de ce qui est actuellement importé? Cette question, eh bien, autant vous dire qu'il se la pose assez souvent dans une même journée. Je veux parler de celui avec lequel j'ai le grand plaisir de co-animer ce rendez-vous et qui est à l'initiative aussi de ce label de l'usine bleue. En d'autres termes, il est l'un des schtroumpfs très actifs du manufacturier innovant au Québec. C'est Carl Fugère, le directeur général du regroupement des entreprises en automatisation du Québec. Je le vois, Carl. Salut, Carl. Hey, salut Philippe, ça va bien? Ah ben ça va très bien, très en forme. Est-ce que tu vois la vie en bleu? Ah oui, non, je vois la vie en bleu. On la voit pas en rose comme pour faire en continuité de ce que tu dis, mais en fait, oui, on la voit en bleu aujourd'hui. On en est très fiers. On vient de faire le lancement, en fait, de l'usine bleue. Ça fait après plusieurs mois de travail, de dur labeur. On a décidé que c'était aujourd'hui que ça se passait, puis on en est très fiers. Eh ben, il faut une date et il faut un lancement. Et effectivement, ce lancement, eh bien, il est là, sur les fonds baptismaux, en quelque sorte, l'usine bleue. Alors, Carl, 5 invités pour nous accompagner. Des experts qui viennent de différents milieux et qui vont nous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender les enjeux et les solutions que peut apporter ce nouveau label de l'usine bleue. Pour commencer, Yasmine Medoun. Bonjour, Yasmine. Bonjour. Alors Yasmine, enchanté de vous avoir avec nous. Vous êtes directrice au développement des affaires de la firme Mecademic. Alors elle fabrique Mecademic des bras robotiques parmi, je crois, les plus petits et les plus précis au monde. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. À vos côtés, Sébastien Strozinski. Bonjour Sébastien. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, vous êtes directeur général de Machinerie Pharmacos, une entreprise familiale spécialisée dans le reconditionnement d'équipements d'emballage usagés destinés principalement aux industries pharmaceutiques et cosmétiques. Tout à fait. On a beaucoup de plaisir à s'amuser puis on a bien hâte de partager nos opinions aujourd'hui. Excellent. Vous êtes là pour ça. On va attendre de partager beaucoup de bonnes idées. Notre troisième invité à vos côtés, c'est Luc Poirier. Bonjour Luc. Bonjour. Alors Luc, vous êtes directeur du développement chez Lumen, l'un des chefs de file de l'industrie du matériel électrique au Québec. Et puis aussi, vous présidez, Luc, le comité manufacturier de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Autrement dit, vous connaissez vraiment la réalité de cette automatisation qu'on voit grandir et qu'on veut faire grandir au Québec. C'est ça? Oui, ça va être vraiment agréable de partager avec vous. Merci Luc. Quatrième expert autour de la table, c'est Bruno Janotte. Bonjour Bruno. Bonjour. La MapMonde qui est derrière, on voit que Bruno, il est directeur d'usine chez Prelco, l'un des groupes leaders dans la fabrication de verres à valeur ajoutée. Mais Prelco est présent effectivement au-delà même du Québec. Vous fabriquez des vitrages destinés aussi bien aux bâtiments commerciaux et institutionnels qu'aux véhicules spécialisés terrestres et marins. C'est bien. Absolument, dans différents 6 sites en Amérique du Nord, actuellement. Alors on va voir justement comment cette place vous donne un regard assez privilégié sur ce qui va nous occuper aujourd'hui. Et enfin, notre cinquième invité, eh bien, c'est Julien Bourque. Salut Julien. Bonjour. Voilà, bonjour Julien, la petite mosaïque qui s'agrandit. Vous êtes directeur, Julien, des initiatives stratégiques chez Investissement Québec et vous êtes plus spécifiquement dédié aux manufacturiers innovants. Une question évidemment sur laquelle les financements ont un impact majeur. On le verra avec vous. Tout à fait, merci. Merci à vous 5 d'être avec nous. Alors peut-être, Carl, pour commencer, on rentre dans le vif du sujet. Un premier tour de table très rapide. Un des handicaps majeurs qui est souvent mis de l'avant pour expliquer le manque de compétitivité du Québec sur les marchés, c'est le manque de productivité, la rareté, le manque de compétences de notre main-d'œuvre. Est-ce que c'est pour chacun d'entre vous l'enjeu majeur ou bien le problème, le handicap se situe-t-il à un autre niveau? J'aimerais commencer, par Yasmine qui est en haut de la mosaïque. Oui, on peut commencer par moi, effectivement.
Alors, rapidement, tu as parlé de Mécadémique, mais j'aimerais peut-être mettre l'accent sur ce qu'on fait. Donc oui, on fabrique des robots industriels, les plus petits, les plus précis robots industriels au monde. Et en réalité, on n'aurait pas pu faire ça ailleurs. On est un pur produit du Québec, on est un pur produit de chez nous, d'ici. Un de nos cofondateurs est un spécialiste reconnu à l'international en robotique de précision. Donc oui, on est. J'ai l'impression que pour nous, les compétences au Québec sont là, elles existent. On fait partie de ces compétences-là, et on est, comment dire, en fait, c'est la représentation du Québec. Quand on est à l'étranger, quand on va dans des shows internationaux, la marque Québec, elle existe. Donc, on est là avec notre logo Québec, en fait. Et vous diriez donc, en fait, c'est plus un problème de perception, et on va en parler de ce problème de perception, qu'un vrai problème de compétence à votre niveau. Oui, pour moi, c'est totalement, à mon échelle, c'est totalement un problème de perception. Je le vois, et puis je pense que, alors, on avait fait une étude avec le REAI et Deloitte sur l'automatisation, et puis on avait remarqué une grande réticence des entreprises à s'automatiser, par exemple. Et une des raisons pour lesquelles elles ne s'automatisaient pas, c'était notamment le fait qu'elles ne voyaient pas l'utilité de s'automatiser. D'accord? Alors, bon, je vais peut-être pas rentrer dans le détail tout de suite, mais... Oui, parce qu'on va l'aborder juste après. Mais dans cette étude-là, ce qu'on voyait, c'est que l'offre de l'automatisation était présente. Ça veut dire que les compétences sont là, et ces entreprises de l'offre travaillent pleinement avec l'étranger, majoritairement avec les États-Unis. Pour moi, c'est tout à fait un problème de perception. Problème de perception, est-ce que c'est partagé par vous, Bruno Janotte, du groupe Prelco? Vous êtes présent dans tout l'Est de l'Amérique du Nord, hein, on l'a dit, 6 établissements, vous avez donc une vision assez extra-québécoise. Est-ce que vous diriez que justement, cette compétence, elle est un petit peu amoindrie et que vu de l'extérieur, notre province, elle n'est pas autant à la traîne que ça en matière de compétitivité, en termes de compétitivité? Je crois pas qu'elle est à la traîne présentement. Je pense que c'est plus une question, comme on a mentionné, de perception. Il y a aussi une question de reconnaissance. Je pense que les réseaux locaux n'ont pas nécessairement conscience ou savent exactement quelles sont les ressources qui sont offertes ici localement. Vont des fois chercher même à l'extérieur ce qu'ils pourraient trouver ici pour différentes raisons, des fois de facilité ou de notoriété, mais que oui, pour les personnes qui sont, ou les entreprises qui sont présentement à la recherche de solutions en automatisation pourraient, dans un premier temps, bénéficier du fait de dire d'avoir à aller chercher localement. Il y aurait un avantage par rapport à ça, quant à moi. Ouais. Carl, on voit, et puis je pense qu'on va continuer notre tour de table, c'est d'abord et avant tout un problème de bien se voir en face là au Québec, qui semble être le cas. On parle tout le temps dans tous les retours qu'on a, il y a un problème de compétitivité. Le Québec n'est pas assez productif, il y a pas, alors qu'on semble voir sur le terrain que c'est pas le cas. Est-ce que donc ce problème de perception, il n'est pas au cœur même de la problématique numéro 1 à laquelle vous vous attaquez finalement avec l'usine bleue? Ben tout à fait, tu m'enlèves les mots de la bouche, Philippe. C'est exactement ce qui a été la genèse, en fait, le désir de créer une plateforme comme l'usine bleue pour permettre justement de mettre en valeur l'offre en automatisation, les compétences également, parce qu'on parle autant des compétences en ingénierie que des produits. Puis, tu sais, même s'il y a des compagnies externes qui viennent s'établir ici, qui sont très bien établies ici, mais ils engagent des ingénieurs québécois, ils développent notre main-d'œuvre de qualité. Puis on parle de tous des emplois de bonne qualité, mais encore faut-il c'est comme si une entreprise a le meilleur produit au monde, une jeune start-up fait le meilleur produit au monde, mais elle reste dans son sous-sol puis elle la fait pas connaître. Alors, on a beau avoir le meilleur produit, mais si personne le sait, personne va être porté de l'acheter. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire connaître. Puis pas juste faire connaître, c'est démocratiser aussi tous les processus. C'est très complexe souvent. On s'engage dans des processus de transformation puis on a l'impression de rentrer un peu comme dans les 12 travaux d'Astérix. Là. C'est très, très compliqué par où qu'on commence. Oui, le formulaire AB2, c'est ça. C'est un peu le but de démocratiser. Puis nous, à l'image d'une usine, en fait, parce que l'usine bleue, c'est pas seulement un nom qui évoque d'encourager l'industrie du Québec en automatisation, mais c'est un peu à l'image de dire, ben nous, en tant qu'écosystème au Québec, là, de l'offre et de soutien, là, autant chez Investissement Québec, autant au MEI, autant avec les entreprises au niveau du privé, est-ce qu'on pourrait tous ensemble se fabriquer une sorte d'usine à transformer de la matière première qui est l'entreprise manufacturière qui veut s'automatiser? Puis organisons-nous un peu à la 4.0
4.0 ou discutons-nous? Mais pour tout ça, il faut se réunir sous un même lieu pour échanger, pour discuter. Puis c'est ce que la table ronde aujourd'hui, pour ce soir, moi je suis très très content qu'on fasse une table ronde, qu'on ouvre les canaux de communication. Puis on a fait exprès, hein, tu sais, Phil, pour avoir autant une entreprise manufacturière, pour avoir des gens en financement avec Julien, avec Yasmine qui ont fait un produit purement québécois, avec Luc au niveau de la distribution, avec Sébastien au niveau de l'intégration, l'ingénierie. Donc, on a essayé de réunir toutes les personnes clés là, qui travaillent dans l'industrie à tous les jours. Là. Et c'est de montrer la diversité. Justement, on parle de Luc et je pense que un des aspects de cette crise qu'on vit actuellement, de cette crise sanitaire dont l'industrie évidemment a tiré déjà un grand nombre d'enseignements, mais aussi a supporté le poids. On a vanté durant cette crise la capacité assez forte de nos entrepreneurs d'ici à s'adapter. Luc, est-ce que expliquez-nous vous déjà comment chez Lumen vous êtes adapté dans votre secteur d'activité et est-ce que pour vous aussi il y a un côté un peu on fantasme peut-être un peu trop le manque de compétitivité du Québec. En tout cas déjà première question, comment vous vous êtes adapté à cette crise, comment ça va finalement chez Lumen? Ben nous ça a été comme tout le monde, ça a été un choc premièrement. Deuxièmement, un challenge au niveau de nos opérations, de quelle façon qu'on va. Et, écoutez, c'était quasiment dans le cadre de la crise, c'était quasiment d'heure en heure aussi qu'il y avait des annonces, des changements, plein de choses. Donc, on a auto-découvert chez nous une capacité d'adaptation que dans certains égards, on connaissait pas ou peu. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le fait d'avoir engendré notre 4.0, pour le dire, qui est à peu près en 2015, par des étapes à peu près aux 24 mois chez nous, on réalise aujourd'hui la justification qui était, dans certains égards, très difficile à faire parce que tu es dans un climat d'une économie qui est en croissance. Depuis 5 ans, le Québec était en feu au niveau manufacturier. On regardait la croissance du PIB manufacturier, etc. Tout est en croissance, manque de main-d'œuvre, etc., etc. C'est pas évident pour des PME de dire, OK, on va investir des transformations numériques, des gros dollars là-dedans. Nous, aujourd'hui, ce que ça a fait, ça a créé ça. Puis pour répondre à votre question tantôt par rapport à la productivité puis la compétitivité, je veux dire, tout s'enchaîne. Mondialement, là, c'est une mondialisation manufacturière qu'on a. Là, présentement, il y a comme des frontières qui sont fermées. Mais bref, ce que je veux en venir, c'est que, étant moins productif, quand même que tu as le meilleur produit, tu vas avoir de la difficulté à le vendre à un prix compétitif. Donc, ça vient ensemble, ça. La façon d'être plus compétitif, c'est d'être plus productif. Mais vous diriez quand même donc, Luc, que l'adaptabilité, la flexibilité, c'est ce qui s'est révélé durant cette crise comme l'une des grandes qualités des industriels québécois? Ah mon Dieu, tellement, il y a eu tellement de belles histoires d'entreprises qui ont transformé des lignes de production en dedans de 1 mois. Adfast en est un exemple, hein, Adfast? Oui, effectivement. Donc, oui, ça donne un peu la capacité qu'on a. Mais ça, c'est sur l'instant de la crise. Maintenant, comment qu'on peut prendre cette réalité-là, cet accomplissement-là, puis dire, OK, on va le faire d'une façon structurée avec plus à long terme pour justement prendre en vue le marché complet puis ramener ça local. Ça, c'est un challenge, là. Et surtout que c'est une réalité aussi au Québec, qui est, parce qu'on parle évidemment de la crise qui a frappé des grosses industries qui souffrent actuellement. Je pense à des grands groupes dans l'aérospatial, évidemment, dans l'automobile. Mais on parle moins du tissu des PME. Au Québec, c'est l'écrasante majorité des entreprises. Julien Bourque, est-ce que cette forte représentation des PME au Québec, elle rend plus vulnérable encore notre tissu industriel, ou au contraire, c'est un des facteurs qui nous permet peut-être justement d'être plus flexible? C'est une très bonne question. Écoutez, je dirais pas qu'on est plus vulnérable. Au contraire, là, les Québécois, on est reconnus pour être très ingénieux. Si on a abordé le problème de productivité, de compétitivité. C'est sûr que ça dépend toujours avec qui on se compare. Donc, effectivement, je pense que de mon point de vue, c'est une course qui a pas de fin. Il faut toujours que les entreprises continuent à innover, continuent à augmenter leur productivité. Et l'intégration de nouvelles technologies, on parle de 4.0, ben c'est exactement ça que ça permet. Je fais du bon aussi sur votre question d'adaptabilité.
ben c'est ces nouvelles technologies-là qui ont permis aux entreprises, les entreprises les plus performantes qui ont pu se revirer sur un dissous, là, comme on dit. Mais c'est parce qu'il y avait les équipements il y avait les équipes pour innover puis se revirer comme ça. Donc, au Québec, on a un super beau tissu. C'est sûr qu'on a beaucoup d'entreprises de plus petite taille qui vont devoir mettre des efforts supplémentaires parce qu'ils n'ont pas des équipes à l'interne pour mener à bien tous ces projets-là. Mais heureusement, là, on a quand même un beau tissu d'accompagnateurs au Québec, si je peux me permettre. Chez IQ, c'est ce qu'on accomplit finalement là. Vous avez sans doute entendu parler là, des grandes fusions qui ont eu lieu dernièrement. Donc, beaucoup de nouvelles ressources qui sont jointes à Investissement Québec pour justement accompagner les entreprises dans ces grands projets de transformation-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Carl, mais on parle souvent d'innover en période de crise. Luc faisait mention, et je trouve que c'est un point intéressant, en disant justement quand tout va bien, quand il y a la croissance, on n'investit pas forcément dans les R&D, on se focalise plutôt sur le manque de main-d'œuvre. Là, visiblement, la crise a révélé le fait que l'automatisation, bref, la digitalisation, pour vous industriels, donc le fait d'entrer ces solutions-là dans vos réalités, c'est une opportunité et c'est peut-être ce qui a distingué finalement les PME qui s'en sont fait finalement les chantres de sortir gagnants de cette crise. Je pense qu'on pourrait se tourner vers Sébastien Strozinski, Carl, pour demander, est-ce que pour votre entreprise Pharmakos, l'offre d'automatisation aujourd'hui, parce qu'on dit visiblement c'est un des points majeurs qui semble distinguer les entreprises qui s'en sortent, est-ce que pour vous l'offre d'automatisation au Québec est satisfaisante à vos yeux? Je crois que oui. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Chaque fois, on a des gros projets sur la table, que ce soit R&D ou que ce soit de productivité locale. On trouve toujours plein de solutions. Donc, que ce soit avec nos fournisseurs, on travaille, on a beaucoup d'ouverture aussi au Québec, tant au niveau des employés qu'au niveau avec les collaborateurs, certains clients aussi. Il y a beaucoup de réseautage, beaucoup de partage qui se font et on réalise de plus en plus que beaucoup de petites mines d'or qui sont méconnues à travers le Québec. Donc, à chaque fois qu'on s'engage dans des projets, on est très ouvert, on passe des coups de fil. Le monde sont assez généreux, justement, de partager leurs connaissances. On arrive toujours à nos fins. Donc, pourquoi on se demande toujours pourquoi aller ailleurs? Et en tant qu'intégrateur, on se réalise que quand on commence à attaquer les grosses multinationales qui sont multisites dans différents pays, ce qui est difficile de pouvoir faire entrer nos propres produits locaux, s'ils sont déjà établis avec des grosses firmes, avec des gros supports. Donc, avec le produit qui est plus innovant, mais est-ce qu'on peut le multiplier sur plusieurs sites dans différents pays, dans différentes langues? Donc, c'est un gros challenge. Donc, je crois que dans le 2.0, 3.0, on parlait beaucoup des pays d'Europe et d'Amérique où il y avait leur machinerie d'avance qui était déjà réputée. Maintenant, je pense qu'avec toute l'intelligence artificielle et puis toute l'ingéniosité qu'on a au Québec, je pense que ce serait bon de commencer déjà à mettre le pied en premier pour la digitalisation et toutes les autres innovations qu'il peut y avoir pour justement être les premiers dans la grappe pour pouvoir justement s'éparpiller un peu plus de niveau international. Mais donc l'enjeu, Sébastien, c'est l'intégration de ces solutions-là. C'est pas tant le fait qu'elles existent, c'est leur intégration. Tiens, j'aimerais poser une question à Bruno Janotte. C'est quoi chez Prelco les freins éventuels que vous pourriez rencontrer à la transformation numérique à votre niveau? Tantôt, Julien a fait un bon point. Les PME sont souvent confrontées à des équipes qui sont locales, qui sont de plus petite envergure, contrairement à des gros joueurs. Donc, d'aller chercher ces talents vers des partenaires, c'est un enjeu clé, quant à moi, dans la réalisation de la digitalisation. Si on est capable de pouvoir faire en sorte de s'adjoindre des équipes qui sont performantes, qui ont déjà passé à travers ces transformations-là, ça accélère évidemment toute la transformation. Puis je pense que c'est ça qui est un avantage concurrentiel qu'on pourra aller chercher d'un point de vue local. Chez nous, c'est exactement, on n'est pas très différent des autres. On est constamment en train de se poser les questions si on est capable de pouvoir prendre avantage par rapport à ce virage-là, avec des moyens qui sont évidemment limités. Donc, on se doit de faire les bons choix, de pouvoir en parler, de se faire mentorer, de se faire conseiller. Ça devient un élément qui est très important dans ces prises de décision-là.
Moi, j'aimerais demander à Bruno. Bruno, avez-vous en ce moment, parce que vous êtes dans votre processus en ce moment, vous avez certaines parties qui sont automatisées, d'autres que vous envisagez d'automatiser. Est-ce que c'est quoi le pourcentage de vos activités? Parce qu'on sait que votre matière première à faire, c'est votre core business, comme on dit, c'est de fabriquer ce que vous fabriquez de mieux. Mais le pourcentage que vous réussissez à mettre avec soi en termes de personnes dans des équipes pour commencer à travailler sur ces projets de transformation-là, ça a l'air de quoi en ce moment? Ben, je vous dirais, on est vraiment dans un carrefour où est-ce qu'on a déjà vécu chez Prelco une première phase d'automatisation avec l'installation d'un ERP, etc. Mais évidemment, la donnée devient de plus en plus importante et le traitement de cette donnée-là devient de plus en plus important. Puis les moyens qu'on a mis en place il y a plusieurs années deviennent de plus en plus désuets. Puis c'est ça qu'il faut pousser encore plus loin. Donc pour répondre à ta question, Carl, je te dirais qu'on a de la difficulté encore à lui mettre peut-être 10% vraiment de notre main-d'œuvre vraiment associée à ce principe-là. Par contre, on n'a comme pas le choix de le faire. Il faut l'intégrer dans nos activités parce que de ne pas le faire, d'autres vont le faire à notre place. Et évidemment, c'est là où est-ce qu'on va prendre du retard par rapport à la compétition. Yasmine Medoun, vous qui développez un produit robotique de grande précision, ça apporte quoi concrètement comme bénéfice, la robotique, l'automatisation à une entreprise? C'est une question très large à laquelle je répondrai peut-être très simplement en disant meilleure performance. Donc on va automatiser parce qu'on a un produit de meilleure qualité parce qu'il est fait de meilleure manière. On va optimiser notre ligne de production par exemple. Puis chaque entreprise va avoir sa propre réponse à cette question-là. Et concrètement, pourquoi automatiser? Pour avoir de meilleures performances et être peut-être plus profitable à plus long terme. Mais j'aimerais peut-être mentionner. Alors aujourd'hui, oui, l'automatisation est la réponse. Je pense que on l'entend, on le voit. Je pense que tout le monde le sait. Puis moi, ce qui serait intéressant peut-être de voir, c'est de refaire une étude post-Covid comme celle qu'on avait faite avec Deloitte. Et puis pour voir les différences en temps de crise, il y a eu cette sensibilisation-là. C'est la crise qui a sensibilisé les entreprises manufacturières à s'y mettre une bonne fois pour toutes. Mais justement, Yasmine, est-ce que tu crois que ça va avoir avant tout éveillé, faire le fameux wake-up call, comme on dit? Parce que moi, je parle à plusieurs entreprises. On n'a pas vu beaucoup plus de projets apparaître, peut-être des projets redémarrés qui avaient été peut-être mis sur la glace ce printemps. Mais est-ce que tu crois que l'effet va être plus à moyen et long terme? Définitivement. Alors, pourquoi aujourd'hui? Alors, à mon avis, pourquoi les projets sont arrêtés en ce moment? C'est plus pour des raisons budgétaires, on ne sait pas encore. Donc, il y a la crise, on est encore en plein dedans. On n'est pas sorti de la crise, mais post-crise, une fois que ce Covid-là sera derrière nous, je pense que la question se posera absolument plus. Par contre, aujourd'hui, clairement, il y a encore des décisions à prendre qui sont internes à chaque entreprise et son développement et sa situation pendant la crise. Mais on a remarqué, par exemple, nous, alors chez Mecademic, on va travailler, par exemple, avec le médical, avec le pharmaceutique. Ces entreprises-là n'ont eu aucun problème à avancer des projets qui étaient peut-être dus pour un peu plus tard. Par contre, d'autres domaines, comme le domaine de l'automobile, par exemple, on a vu que les projets recommencent à prendre forme alors qu'ils étaient dus, par exemple, pour avril ou mai. On commence tout juste à reprendre des projets qui étaient en stand-by. Mais de par la nature, j'imagine que ça va avec les marchés aussi. On voit comme l'aéronautique, les gens voyagent plus. Les voitures, je veux dire, il y a des gens qui avaient 2 voitures. Il y en a qui se mettent à travailler à la maison, donc ils ont terminé leur location, n'ont pas reloué d'autres ou racheté d'autres voitures. Donc, c'est sûr que c'est des domaines qui sont impactés. Puis on a vu juste à court terme, quand il y a eu le fameux shutdown, là, je veux dire, on a vu juste ce qui est essentiel qui doit demeurer ouvert. Là, c'est là qu'on s'est rendu compte. OK, ouais, ça c'est vrai, c'est pas essentiel. Ouais, c'est pas essentiel, tu sais. C'est ça. On s'est rendu compte effectivement qu'on était essentiel. Mais par contre, alors ça veut pas dire que, alors même s'il n'y a pas de budget, on n'est pas en train d'automatiser, ça veut pas dire qu'à côté on ne travaille pas sur l'automatisation. Donc moi je sais que je travaille avec beaucoup de compagnies qui sont sur des projets qui seront probablement faits en 2022 ou 2023, mais ils sont déjà en train de travailler, c'est-à-dire qui planifient déjà. Donc la sensibilisation, pour moi, a été faite de force, mais elle a été faite. On comprend bien, Yasmine, que visiblement, les fournisseurs en automatisation sont quand même assez
visibles au Québec, ils sont présents. Mais j'ai quand même une question, puis peut-être qu'on pourrait demander à Sébastien de réagir là-dessus. On semble dire aussi que l'une des faiblesses qui est observée, c'est peut-être la dissémination de l'offre actuelle en automatisation. C'est-à-dire qu'on identifie des fournisseurs, mais peut-être que pour certains industriels, c'est difficile de savoir lequel est le plus adapté à sa situation. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a justement, vous constatez un manque de visibilité, de faiblesse de visibilité des fournisseurs en automatisation au Québec ou pas? Ben, on peut toujours faire mieux. Je pense qu'au Québec, il y a beaucoup de compagnies, surtout des petites compagnies, qui travaillent de bouche à oreille. Donc, c'est sûr que ça amène pas la plus grande visibilité. Ça amène beaucoup, par exemple, de crédibilité lorsque tu réfères une autre compagnie, que tu présentes justement personnellement une intégration qui a été réalisée. Mais je pense justement, c'est pour ça que les initiatives de l'usine bleue, l'initiative du REAI, le jumelage intelligent des connaissances et des compétences sont vraiment critiques. C'est la seule façon aussi de mettre en valeur justement l'automatisation au Québec au niveau de la productivité générale, que c'est un secteur vraiment en croissance qui est important et avec toute l'ingéniosité qu'on a, il faut le faire. Donc, je pense que ces initiatives-là, c'est important justement d'enrôler le plus de gens possible, d'en parler ouvertement, parce que plus qu'on les demande, plus qu'on a de pouvoir, plus qu'on peut mettre de la pression sur les politiques industrielles et que justement, ils vont parler de nous, puis ils vont ouvrir des budgets qu'on peut justement sécuriser. Nous, en tant qu'intégrateurs, oui, on peut offrir des produits, on peut faire tout ce qu'il faut pour que l'entreprise survive, mais on dépend des clients, on dépend des fournisseurs. Si les fournisseurs ils ferment, si les clients ils sont hésitants, ben il n'y a pas trop de travail pour nous. On a beau innover des produits, mais si d'un bord ou de l'autre, on ne peut pas justement travailler en collaboration, ça devient difficile. Donc c'est pour ça justement que cette ouverture-là, la collaboration, on pourra parler dans une autre topo, mais ouais, on va en parler, mais collaboration avec d'autres compagnies aussi. Pendant qu'on veut maximiser la compétence de nos employés, on ne fait pas juste faire nos produits pour notre besoin. Si on voyait qu'il y avait d'autres compagnies qui avaient des besoins, qui fermaient mettons, les travaux avec la Chine parce qu'ils travaillent sur 2 horaires, toutes sortes de difficultés, on s'est dit, mais pourquoi on diversifie pas nos activités pour justement offrir ce service-là? Donc, on a développé justement ces relations-là, puis ça nous a aidé justement à passer à travers la crise. Mais Sébastien, on est d'accord, et je parle en présence de Carl aussi, on a suffisamment de fournisseurs au Québec. On est bien d'accord? Ah, tout à fait. Vas-y, Seb. C'est pas le manque qui est problématique. C'est pas le manque. Écoutez, on se fait solliciter par infolette, par des appels téléphoniques à tous les salons. Des compagnies, on a la multitude de choix. Ensuite, il faut juste trouver, comment on peut dire, la bonne organisation générale. Donc, les bons fournisseurs, 3, 4, des plans A, des plans B, des plans C, le bon client, le bon timing dans l'échéancier, le support. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent en jeu, mais définitivement, l'offre est là. Ben, tu sais, tu parlais tantôt, Sébastien, le bouche à oreille, le lien de confiance, le fameux trust factor. Puis ça, c'est super important parce que quand on parlait de collaboration, tu sais, Sébastien, on a eu plusieurs longues discussions passionnantes, moi et toi, par rapport à ça. Puis toi, je sais que tu es un pionnier dans la collaboration, tu es un gars qui collabore excessivement beaucoup, mais en même temps, tu collabores avec des partenaires de confiance. Puis, je pense qu'elle est là, la clé. Bruno parlait tantôt, est-ce qu'on peut être entouré de partenaires, fournisseurs, mais tout doit partir avec l'humain, le lien de confiance, bien prendre le temps de choisir, autant quand on choisit nos clients que choisir nos partenaires, nos collaborateurs, parce que la plupart de tes clients, là, Sébastien, là, t'es là depuis de longues années, c'est des relations de confiance, puis c'est ça qui est important, puis j'aimerais que tu développes un peu là-dessus, Sébastien, parce que Bruno a apporté ce point-là tantôt, puis il est exactement dans cette situation-là. Ils veulent avoir des partenaires externes qui les accompagnent là-dedans. Comment ça se passe avec toi? Et après, on écoute Julien qui va intervenir. Parfait. Mais écoute, la clé à la base, c'est toujours la raison d'être. Il faut que les gens ils sentent pourquoi qu'on existe, c'est quoi notre valeur ajoutée. Et quand on a commencé à nos tout début, je voulais donner crédit à mon père qui avait pensé à ça. C'est d'être proche des gens. On voulait offrir un produit qu'on était entre le OEM et le client cible. Ou ce que parfois il achetait en Europe, mais l'intégration se passait mal et c'est une expérience négative. Donc pour nous, ça a toujours passé de être la référence technique. On n'était pas en avant-garde. Usagers, c'était à Montréal. Donc, on a toujours été la personne qui était entre deux, qui voulait conseiller le client que si j'étais dans tes bottines, voici ma suggestion, mais selon tes réalités, tu peux prendre la décision. Donc, avec cette valeur achetée-là, on a toujours travaillé en collaboration justement avec nos partenaires et nos clients. Ça a toujours bien fonctionné. Puis dans la crise, on se réfère à qui? Les clients de confiance, les fournisseurs de confiance. Donc, on s'est tenus ensemble, on a travaillé le cash flow et justement, on a continué à croître.
Julien, sur la question des fournisseurs. Oui, ben merci de me donner parole. En fait, puis je suis entièrement 100% d'accord avec ce que Sébastien avance. Le mot collaboration est la clé, en fait, je crois, et on en a d'ailleurs fait une de nos valeurs là, chez IQ. Au niveau de l'offre, effectivement, c'est pas une question de nombre ou de manque, là. Puis je voulais vous donner une petite anecdote à cet effet-là. Quand on est allé en Allemagne, là, dans le cadre de la mission à Hanovre l'an dernier, donc 2019, Carl y était d'ailleurs, pourra témoigner. On était quand même un bon nombre d'entreprises, puis il y en a qui allaient pour diverses raisons, là, que ce soit de développer des affaires, trouver un fournisseur, aller découvrir au niveau de la recherche et innovation des meilleures pratiques. Et il y avait une entreprise, là, je la nommerai pas, mais qui est allée là pour chercher une pièce spécialisée et voulait trouver un fournisseur allemand. Et puis, dans un autobus qu'on se rendait à une visite industrielle, en discutant avec les autres participants, il s'est rendu compte qu'il y avait une entreprise au Québec à 50 km de chez lui. À 2 bancs de lui. Ça tire le but. Donc le problème est un problème de connaissance. Il faut faire connaître cette offre-là et il faut effectivement qu'elle collabore. Puis, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler, mais dans le cadre de notre nouvelle initiative, on en a fait un des piliers, l'offre technologique québécoise, la collaboration. Puis c'est pour ça qu'on travaille avec le REAI, entre autres, là, pour faire connaître ce pan-là. Julien, on va en parler parce on est un peu plus de la moitié de notre rendez-vous, Carl. Et puis déjà, le temps file. Le temps file. Il y a déjà des constats importants qu'il faut retenir. Si on devait résumer. 1, il faut changer notre mentalité. Le fabriqué au Québec, il est apprécié à l'étranger, mais il faut que nos entreprises aient envie de voir plus grand. C'est ce que vous dites tous autour de la table. Il faut s'exporter, il faut réinvestir continuellement dans l'innovation et il faut le faire savoir sur les marchés, prouver notre fiabilité et notre savoir-faire. Deuxième enseignement que je retire de cette première partie d'émission, et dis-moi si je me trompe, mon Carl, mais il faut accélérer la transformation numérique, notamment chez les PME, parce que ça permet de pallier une main-d'œuvre chère, d'augmenter la productivité et de simplifier les efforts de gestion. Ça suppose, alors c'est ce qu'on va voir, un financement peut-être plus adapté, on pense notamment au crédit d'impôt, puis des ressources humaines mieux formées. Et puis enfin, ce que recherchent nos industriels, ce sont des accompagnements pour intégrer plus efficacement les solutions d'automatisation et des solutions plus personnalisées. L'objectif, visiblement recherché de l'automatisation, c'est d'améliorer les processus, les délais de livraison, la standardisation de fabrication et la mise en marché de nouveaux produits innovants. Est-ce que ça fait le tour, Carl? Oui, tout à fait, mais en plus, je voulais juste rajouter, Phil, en fait, c'est que souvent, on avait la fameuse vieille crainte, vieille peur, les machines vont remplacer les humains, tout ça. Il faut voir ça d'un autre œil, en fait. Il faut voir que, dans le fond, est-ce qu'on peut automatiser des processus qui sont faits par des humains qui apportent pas vraiment de valeur ajoutée ou est-ce que ça peut être une machine qui le fait? Puis, amener plutôt les humains à développer l'économie du savoir, développer l'intelligence humaine, à amener dans des postes à très haute valeur ajoutée. Puis on en a vu très bien, Julien parlait tantôt, on est partenaire avec Investissement Québec dans la tournée qu'on fait avec les labs productivité innovation. Puis on avait un témoignage justement d'un entrepreneur qui nous recevait la semaine passée. Puis c'est exactement ça qui se passe comme phénomène. Il est rendu avec un département en robotique de 9 employés qui s'occupent de la robotique à l'intérieur même de l'entreprise, alors que il y a 5-6 ans, il y avait personne qui s'occupait de la robotique dans cette entreprise-là. Donc, on voit que ça apporte des emplois de haute qualité, que ça nous développe de la valeur au Québec. C'est pour nos enfants aussi. Nos enfants, là, moi, j'ai goût que mes enfants travaillent dans des emplois à forte valeur ajoutée, pas qu'ils finissent étalagistes. Je veux pas diminuer les étalagistes, mais en même temps, tu sais, c'est pas ça qui fait qu'on développe notre génie québécois. Puis Dieu sait qu'on en a du génie québécois. Alors, justement, on en a du génie. On va passer en mode solution. C'est la deuxième partie de notre rendez-vous. Donc, mode solution, accroître la transformation numérique, ça suppose tout d'abord un meilleur financement de l'innovation. Julien, parlez-nous, Julien Bourque, de ce nouveau programme Productivité Innovation. Qu'est-ce que ce programme bonifiera par rapport au programme d'aide à l'automatisation antérieur? Merci, excellente question. En fait, l'initiative Productivité Innovation, c'est la relance du manufacturing innovant. Puis, pourquoi on a changé le branding? Pourquoi on a une nouvelle signature? Eh bien, c'est justement parce qu'on apporte beaucoup de nouveautés. Notamment, là, c'est qu'on ouvre nos solutions à d'autres secteurs d'activité. Donc, il n'y a pas seulement le manufacturier qui vit les enjeux dont vous avez fait mention, qui vivent des retards d'adoption de technologies, de productivité. Donc, on a ouvert notre initiative, notamment au secteur minier, transport-entreposage, commerce de gros, commerce de détail.
etc. Donc, première grande différence. Également, effectivement, on offre une nouvelle solution financière plus adaptée. Par contre, je tiens à dire que le manque de financement n'est pas le frein principal à la réalisation de ces projets-là. Souvent, c'est le manque de temps et le manque de talent. Puis, on a le baromètre de STIC à chaque année qui fait état de ces grands constats-là. Par contre, demeure que le financement doit venir en bout de compte quand les entreprises ont besoin, parce qu'on parle quand même de projets de grande envergure. Hein. C'est pas seulement acheter une machine. On a parlé tantôt de tout l'accompagnement. C'est un processus, Julien. Ah ouais, c'est des transformations des fois qui durent 3 ans, l'intégration de technologie. Donc, on a voulu créer une solution financière plus adaptée, plus flexible pour que les entreprises puissent réaliser ces projets-là. Donc, on va parler de moratoire de capital, remboursement du capital qui peut aller jusqu'à 4 ans. Donc, les entreprises vont pouvoir attendre finalement avant de rembourser le principal du financement. Et également, la nouvelle solution financière vient permettre de couvrir tous les frais liés à l'implantation des projets. Donc, les frais de consultation, les frais d'études, toute l'implantation, les consultants pour ça, et évidemment, l'actif souvent qui peut être soit un logiciel, hein, maintenant on va parler de logiciel ou effectivement de machines physiques. D'interface, ouais. Et qui dit transformation numérique et des besoins effectivement en financement qui soient bien ajustés, dit aussi, c'est l'autre pendant, formation des ressources humaines. Sébastien Srozinski, qu'attendez-vous des pouvoirs publics pour mieux former les employés, les personnes dans les usines finalement qui doivent être préparées à intégrer des solutions innovantes? Oui, mais je pense que la première chose qu'il faut faire aussi, c'est d'y croire. Souvent, on a peur de se lancer justement dans la transformation et tout ça, mais je pense qu'il faut juste simplement y croire, établir des plans justement avec plus de flexibilité, parce que tous les entrepreneurs prennent des risques, mais ce qu'on doit demander les investissements à Québec et tous les banquiers de prendre les mêmes risques pour nous, pas évident. Mais avec leur flexibilité, on doit établir un bon plan et capable de visualiser, simplement de visualiser la solution ou l'intégration ou la formation. Les gens vont jamais se plonger et y aller d'avance. Donc, écoutez, il faut repenser un petit peu nos entreprises, comme on dit un peu tantôt avec les gens de production, au lieu d'avoir des gens qui sont occupés à juste penser à mettre, mettons, des bouteilles dans des boîtes, mais automatiser, robotiser et prendre ces gens-là pour justement réfléchir à trouver des meilleures solutions, à établir des objectifs justement de rendement. Et c'est avec ça que tranquillement, la formation, les gens, ils sont sur le plancher, ils connaissent ces solutions. Donc, entre cette motivation-là, puis de voir que les compagnies sont derrière eux puis ils investissent, mais ça va déjà être un pas en avant. C'est pas une nouvelle personne nécessairement qui va rentrer à l'extérieur, qui va commencer à leur dire tout quoi faire, mais vraiment à l'interne, plus le support pour justement faire la paperasse, les aider à l'accompagnement, pour tout trouver le financement. Donc, c'est vraiment ce travail d'équipe-là, mais que tout le monde est capable de visualiser son rôle, puis ça va amener des meilleures réussites. Donc, c'est un changement de culture d'entreprise dont vous parlez, Sébastien. Oui. C'est fondamental. Donc, quand vous dites planification, ça veut dire qu'il faut intégrer dans la vision de l'entreprise justement l'intégration de ces solutions. Et qui dit ça, dit ressources humaines et suivre effectivement un plan de formation adapté. C'est bien ça. Exactement. Ce qu'on aime le plus, justement, c'est cette nouveauté de créer des nouveaux rôles. Il y a des nouveaux types de postes qui n'existaient pas avant. On parlait de personnes en robotisation qui n'existaient pas, des agents de bonheur qui s'assurent justement de prendre le pouls des employés, qui amènent la collaboration. Ça c'est Carl, l'agent de bonheur, c'est ça. Exactement. Et ça amène aussi la rétention. On pense toujours augmenter les salaires, mais tout ce que ça fait, c'est que ça fait juste nuire aussi à tous les autres entrepreneurs qui doivent payer plus. Mais si on rend juste les gens plus heureux, motivation. Motivation, justement, mais ça repasse à ces rôles-là. Donc, c'est soit agent de bonheur. Mais tu touches un bon point. Tu touches un bon point, Seb, parce que dans le fond, souvent, on parle de technologie. Tantôt, j'ai amené un petit clin d'œil, l'humain, puis je sais que tu es axé sur l'humain, Seb, aussi. Mais en même temps, tu sais, moi, je peux dire, le leadership, ça commence par être un bon leader, un bon agent de bonheur, comme tu viens de dire, comme tu dis, ça passe pas tout le temps à dire, on va les payer plus, on va être plus heureux. Non, est-ce que l'ambiance dans l'entreprise, est-ce que je fais confiance à mes troupes? Est-ce que je développe le self-leadership chez mes employés? Est-ce que je les responsabilise? Tout le monde a besoin de se réaliser dans la vie. C'est à la base de l'humain. C'est pas tout le monde qui est destiné à devenir des grands entrepreneurs, mais on peut tous faire une grosse différence à la nature de ce qu'on peut faire dans notre quotidien au travail. Puis ça, souvent, on voit les organisations qui sont capables de changer, qui sont capables d'avoir des belles croissances à cause qu'ils ont su développer ça chez leurs employés. Et puis, Carl, tu me diras pas l'inverse. Et Sébastien est avec nous pour en témoigner. Quand on parle de ressources humaines, quand on parle d'agents de bonheur, quand on parle de changer finalement
la nature de l'approche qu'on a en industrie et donc la culture d'entreprise. Il y a aussi la question de la place des femmes en automatisation. Puis ça, j'aimerais qu'on l'aborde quelques minutes avec Yasmine, parce que quand on parle de l'intégration de la place des femmes, c'est pas juste pour ajouter des chiffres et faire de la discrimination positive pour faire de la discrimination positive. C'est parce que c'est un nouveau regard, une nouvelle façon de faire. Est-ce que Yasmine, c'est une orientation nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, dans l'industrie? Oui, simplement oui. Je te répondrai ça, oui. Définitivement, aujourd'hui, on fait partie... on est 50% de la population pour ne pas rentrer dans les détails, puis on a notre expertise, on a notre façon de voir les choses, on a nos compétences, et puis il faudrait qu'on soit là. Il faudrait qu'on soit dans les entreprises tech, dans l'avenir, dans les entreprises qui poussent l'avenir de notre pays, de nos pays. C'est extrêmement important qu'on soit là. Puis moi, je le remarque qu'il y a moins de femmes. Je ne parle pas juste de femmes ingénieures, mais dans mon domaine, je rencontre moins de femmes, même en marketing, même en vente, même dans RH, beaucoup moins de femmes dans les entreprises comme les miennes, par exemple. Alors, mais ça pourrait changer l'approche, c'est ça que je voulais dire, Yasmine. Est-ce que le fait d'avoir plus de femmes peut changer l'approche, c'est ça, dans les industries? Mais définitivement. Et vous le constatez? Mais complètement. Complètement. Moi, quand on est on va parler du REI pour pas parler peut-être de mécadémique, mais quand on est en rencontre de CA ou REI, je vais toujours apporter une approche qui va être différente, qui va être mesurée différemment. Ma façon de voir le monde est différente de celle de Carl, de celle de toutes les personnes de tous nos camarades. Ouais. Et puis, oui, définitivement. Et puis, moi, j'ai l'impression des femmes que je rencontre qu'il y a cette envie de participer plus. Il y a cette envie d'être dans les nouvelles technologies, d'être au cœur de l'action, en fait, au cœur de l'avancement. Donc il faut pousser l'effort, il faut poursuivre effectivement la dynamique. Il y a énormément d'efforts. Il y a énormément d'efforts qui se fait déjà. Alors je vais juste mentionner un qui, je pense, est important. C'est Ingénieurs Québec, je pense, qui ont un programme 30 en 30. Donc c'est arrivé à 30% en 2030 de nouvelles femmes ingénieures chaque année. Et je trouve que ça, c'est extrêmement important. Il faut rendre, c'est notre faute à nous qui travaillons déjà dans le milieu. Parce que ce qui est peut-être important, c'est de rendre notre milieu plus attrayant pour aller attirer aussi plus de monde et donner l'impulsion à toutes les femmes de nous rejoindre. Mais ça peut changer effectivement la culture, effectivement cette culture en entreprise dont on parle. Merci pour ces témoignages, Yasmine, vraiment important. Une fois qu'on s'est préparé à mieux financer, à mieux former les ressources humaines, Carl, mieux les former donc à la transformation numérique, il faut aussi mieux répertorier les fournisseurs locaux. C'est ce qu'on a mis en évidence dans la première partie d'émission. J'aimerais qu'on entende peut-être Bruno. Bruno Janotte, est-ce que vous croyez qu'un plan incitatif, autrement dit, crédit d'impôt, des subventions, peut-être un programme, on évoquait des programmes avec Julien juste là, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un plan incitatif en lien avec l'achat local qui soit envisagé pour justement peut-être mieux répertorier les fournisseurs et mieux les inciter à se tourner vers les industriels, éviter le fameux coût du bus dont on parlait tout à l'heure? Et si oui, comment? Mais moi, je pense que c'est indéniable que ce genre de programme-là ou d'incitatif a sa place. Non seulement il a sa place par rapport à inciter les entrepreneurs à continuer à innover, mais aussi ça pourrait être aussi une façon de faciliter l'échange d'informations entre différents partenaires. Donc moi, je pense que cette facilité-là pour les entrepreneurs, surtout pour les PME, est essentielle parce que ça va de plus en plus vite. On a de moins en moins de ressources à s'y consacrer. Il faut le faire, mais plus c'est facile et plus c'est simple, et d'avoir accès à ces portails-là devient un outil, quant à moi, essentiel pour pouvoir faire en sorte d'aller chercher l'information, aller chercher la bonne information et pouvoir créer les liens qu'on a entre les milieux industriels que nous on a et l'offre de services qu'il peut avoir dans le milieu. Est-ce que l'initiative du répertoire des compétences, puisqu'on parle de solutions du REI, c'est ce genre d'initiative qui est un bon début pour y voir plus clair dans l'offre des fournisseurs locaux disponibles, adaptés aux besoins? Ben moi, je pense que c'est comme vous l'avez dit, c'est un début. Mais il faut commencer par faut commencer quelque part, mais c'en est un. C'est une des bonnes actions qu'on pourrait avoir pour pouvoir faire en sorte de faire le maillage entre les besoins industriels de certains entrepreneurs et l'offre de services de d'autres. Puis plus on est capable de la multiplier, évidemment, plus on maximise nos chances de faire en sorte que cet achat local-là, et encore là, il faudrait bien le définir, pourrait avoir lieu.
Luc, j'aimerais vous entendre, Luc Poirier. Est-ce que, justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Bruno, là, on a besoin peut-être d'outils pour que les donneurs d'ordre soient en mesure plus facilement de retracer chaque fournisseur québécois. L'idée de ce répertoire, ça vous séduit? Ah, je ne sais pas si Luc est encore avec nous. Luc n'est plus avec nous. Alors, on va enchaîner. Ben, on peut peut-être poser la question, sinon. Il est là. Voilà. Luc, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Est-ce que vous voulez que je la Oui, reformule? absolument. J'ai eu aucune coupure de connexion. On veut vous voir, on veut vous entendre. OK. Ben, pour répondre à votre question, c'est oui, mais d'une façon peut-être un peu légèrement utopique, dans le sens, ce que je veux dire par là, c'est que quelle est la définition d'un achat local? Et c'est très complexe. Ça peut être, vous savez, celui que je prends en référence souvent au niveau d'une facilité d'un consommateur d'un achat local, c'est quand on va au supermarché, on regarde un sac de carottes, et un label. Aliment Québec dessus. Alors ça, c'est clair que quelque part dans une ferme, ce produit-là a été fait localement. Donc ça, c'est le logo, et ça a été prouvé, hein, statistiquement, le logo a engendré des retombées économiques c'est important dans l'écosystème d'agriculture. Comment on fait ça dans le manufacturier? Nous, on est un distributeur. On a on a des milliers de fournisseurs fabricants de pièces. Est-ce qu'ils sont tous québécois? Absolument pas. Est-ce qu'il y en a? Oui. Est-ce qu'ils sont la majorité? Non. Est-ce que ça peut augmenter? Absolument. Mais quelle est la définition d'un fabricant local? Parce que là, on tombe dans la chaîne. Est-ce que c'est avancé? C'est ça. Est-ce que sa matière première, elle vient d'ici? Est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Est-ce que où c'est fabriqué, etc.? Il y a des grandes entreprises qui ont des usines de fabrication au Québec, dont les matières premières viennent de la Chine. Donc, est-ce que c'est considéré un achat local? Donc, c'est très large et pas nécessairement simple, comme le sac de carottes, de dire, écoutez, ça, c'est Aliments Québec, c'est réglé. Là-dessus, je pense qu'il y a... Il y a encore une réflexion à mener. Oui, il y a eu des suggestions qui avaient été faites par rapport à, vous savez, dans des spécifications d'achat, il y a plusieurs entreprises qui vont dire, il faut que tu sois ISO 9000, ISO 14000, des choses comme ça. Vous savez que ce sont des certifications XYZ. Peut-être ça serait une avenue de dire, OK, je suis un fabricant québécois, localement ici, j'ai besoin de me faire certifier à X niveau, puis on aurait une certification X au niveau manufacturier. Mais là, si on parle d'un label, puis là, on rentre dans le vif du sujet de ce qu'est l'usine bleue, de ce qu'elle a vocation à être, si on doit estampiller justement à un moment donné un fournisseur local, donc un fournisseur québécois, de ce label, où je promeus à travers ma démarche une notion et une philosophie de ce qui est fabriqué au Québec, ça veut dire quoi? Que il faudrait que, avec le ministère, avec des organismes indépendants, on crée effectivement les conditions de ce qui peut être défini comme étant fabriqué au Québec? Moi, je pense que c'est un ensemble des choses. Le ministre Fitzgibbon en a parlé longuement dans les initiatives productives innovation, dans le sens que ce n'est pas exclusivement une initiative gouvernementale. Il faut qu'il y ait du privé là-dedans. Il faut qu'il y ait des investissements privés. C'est un partenariat. Moi, je vois exactement la même philosophie par rapport à créer une certification ou un label ou quelque chose, un logo quelconque, où est-ce que faut que ce soit, selon moi, ce soit un organisme neutre qui va certifier, comme le ISO, entre autres, puis qui ferait que, OK, on passe dans ces critères-là, il y a un droit de réponse ou un droit de regard du gouvernement qui va justifier les étapes de tout ça, mais pas nécessairement avoir la seule responsabilité qui soit gouvernementale. Moi, je pense que c'est plus dans un contexte de partenariat privé, gouvernemental. Premièrement, c'est beaucoup plus rapide. Ça, c'est clair. Ça va aller plus vite. Puis, deuxièmement, ça serait plus facile extérieurement du Québec. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec, de dire, OK, c'est comme ça, c'est facile, je le mets dans mes spécifications, bang, réglé.
Oui, parce que comme vous le disiez, c'est une manière de mieux faire connaître l'offre québécoise, de mieux visualiser finalement ce qui est en quelque sorte un moteur d'accélération, de fabrication locale, mais encore faut-il effectivement le définir. Mais j'aimerais entendre peut-être Sébastien Strozinski là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de cette commission indépendante? Est-ce que vous pensez que le label visible comme ça, comme on le voit sur de se dire je suis l'usine bleue, je suis un fabricant du Québec, ça peut permettre d'accélérer cette notion même du fabriqué au Québec gagnant, en quelque sorte? Mais je pense que oui, ça sera pas évident parce qu'il y a toutes sortes de compagnies qui ont différentes. Il y a beaucoup de diversification dans leurs activités. Mais je pense que toute initiative qui peut justement mettre le drapeau québécois en valeur et la fierté et la reconnaissance. On parle juste du sirop d'érable. C'est bien vu à travers le monde, puis tout le monde en veut, puis il y a une notoriété par rapport à ça, puis c'est unique, puis c'est bien fait, puis c'est biologique et tout et tout. Donc, je pense que tous ces petits éléments-là vont faire en sorte que le Québec va rayonner plus, que le RAI avec les manufacturiers du Québec vont rayonner plus. Donc, il y a pas une solution qui va être unique, qui va faire que la différence, mais je pense que toutes ces initiatives-là vont permettre la réflexion, puis à l'avancée justement, pour dire qu'il y a 4-5 labels et 4-5 trucs qui vont concentrer vers converger justement cette action-là du Québec à justement ressortir du lot mondialement. Donc, c'est sûr que je suis pour par rapport à ça. L'usine bleue, si on résume, ce sont des valeurs similaires, une vision commune. C'est ça la philosophie, c'est ça la dynamique qu'il faut créer dans l'industrie québécoise. Tiens, Bruno Janotte, j'aimerais vous entendre là-dessus. Et puis Carl va réagir sans doute. Je pense que c'est un aspect. Est-ce que c'est le seul? Non. Je pense que l'idée, puis il y a d'autres intervenants qui l'ont dit, il y a sûrement aussi un cahier de charges ou des requis qui vont y être liés. Faut quand même voir aussi qu'il y a une offre internationale et aussi des diversifications de chacune de nos entreprises qui font affaire aussi à l'international, comment qu'on intègre ça avec l'usine bleue. Mais évidemment, de partager d'une certaine valeur, un maillage, des façons de faire, oui, c'est une bonne piste de réflexion. Et puis, on est en mode solution. Et Carl, je vais te laisser parce que on est quasiment au terme de notre rendez-vous. Et je sais que derrière, il y a beaucoup d'autres rendez-vous qui se poursuivent durant cette journée consacrée à l'usine bleue. Donc, je ne vais pas prendre le plus de temps. Mais il y a un élément qui a été mis de l'avant. C'est le fait d'avoir peut-être plus d'incubateurs aussi, d'avoir des liens plus serrés avec la recherche, le milieu de la recherche, et notamment donc nos universités québécoises. Ça, c'est un élément aussi, j'imagine, important de la dynamique de l'usine bleue. Non, tout à fait. Puis tu sais, quand on parle d'usine bleue, en fait, on veut pas non plus s'accaparer, dire acheter juste local, parce que l'interaction avec l'écosystème international et local est très très bonne aussi. Elle est très saine aussi également, parce qu'on se doit de se faire influencer des autres, de ce qui se fait ailleurs. Puis il faut pas oublier aussi là que nos bleus là du Québec, là, notre savoir-faire, nos technologies là automatisent beaucoup aux États-Unis. Là, donc il y en a beaucoup d'usines bleues aux États-Unis aussi. Nous, ce qu'on voulait mettre de l'avant, c'est de dire, est-ce qu'il y a du bleu dans mon industrie? Est-ce qu'il y a du bleu dans mon entreprise? Donc, développer ce réflexe-là, d'être capable de regarder ce qui se fait d'abord ici dans notre cours, mais on veut pas, évidemment, devenir chauvin et dire, regardons qu'ici. Parce qu'à compétence égale ou à technologie, capacité de technologie égale, est-ce qu'on peut quand même regarder au Québec, tu sais? Moi, c'est cette réflexion-là que je voulais apporter. Puis en même temps, c'est pas basé seulement l'usine bleue sur l'achat local. C'est de se dire, nous, en tant qu'écosystème, là, autant les manufacturiers, les distributeurs, les fabricants de produits, les instances, les organismes de soutien, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on peut amener notre écosystème en mode 4.0? On peut-tu démolir les silos? Ouvrir les canaux de communication, discuter ensemble, parce que je pense que toute innovation vient à la base à communiquer, se parler, connaître c'est quoi ton idée, tu me fais allumer quelque chose, ça part avec la communication. Donc c'était surtout pour ça, pour arriver à faire communiquer les gens dans un même lieu, un peu comme qu'est-ce que Facebook a fait pour l'industrie des amis en tant que tel, le marché d'avoir des amis dans le fond. Facebook a complètement révolutionné ça. Avant on se parlait autant, c'est juste que maintenant c'est accessible d'un claquement
mouvements de doigts, on peut s'organiser. C'est un peu ça que la technologie. Et mon Carl, si je puis me permettre l'analogie, elle a été donnée tout à l'heure, c'est un peu la dynamique du bus. C'est-à-dire, il faut que le Québec devienne un grand bus où juste devant, dans le banc de devant, on sait qui est capable de nous apporter effectivement des solutions. C'est un peu ça ce que j'ai retenu, même si évidemment, on aurait aimé en savoir plus sur ce que tu as fait en Allemagne. Ce sera pour un prochain rendez-vous. Merci Carl encore pour cette belle, ce beau tour de table. Merci à nos 5 invités. Yasmine Medoun, directrice au développement d'affaires chez Mécadémique. Merci Yasmine, merci beaucoup. Sébastien Strozinski, directeur général de Machinerie Pharmacos, qui est là, voilà, qui est en dessous. Merci beaucoup Sébastien. Et Luc Poirier, directeur du développement chez Lumen, qui est ici, voilà, avec une belle cravate bleue de circonstance. Elle va illuminer effectivement cette belle journée. Merci beaucoup, Luc. Bruno Janotte, directeur d'usine chez Prelco, avec la MapMonde dernière, et ça donne effectivement, voilà, la perspective de sortir de nos frontières et de porter les belles paroles. Et puis enfin, Julien Bourque, directeur des initiatives stratégiques chez Investissement Québec. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était une émission spéciale de la rédaction C-Sciences.IA en collaboration avec le très actif et très précieux regroupement des entreprises en automatisation industrielle, le REAI. À la réalisation technique, Anne-Sophie Casper. Et en complément à la préparation de cette émission, Jonathan Chodjai et toutes les équipes du REAI et de C-Sciences.IA. Philippe Regnoux au micro. Merci de nous avoir suivis. Et mon cher Carl, longue vie à l'usine bleue. Merci Phil, merci à toi pour l'animation Phil, super honnêtement, on est vraiment content de cette belle table que tu nous as offert aujourd'hui. Et belle journée en perspective, on te laisse y aller parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est pas fini parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, là, ça se bouscule, ça s'en vient. Allez, bonne journée, salut bye, Carl. bye. Salut à tous.